Merci Christine, et merci beaucoup à l'IREP pour cette invitation. Merci à tous pour cette entrée de catcheur avec une petite musique. On n'a pas souvent l'habitude à Bercy. C'est toujours un plaisir de retrouver le Bump et l'ensemble de la filière communication, publicité. D'abord parce que grâce à vous, une fois par an, je vais dans une salle de cinéma, ce qui m'arrive plus beaucoup en ce moment, c'est pas bien. Mais voilà, c'est un vrai plaisir. Et puis, comme c'est la deuxième année, on peut commencer à faire des comparaisons et se remémorer ce qu'on s'était dit l'an dernier pour voir un petit peu où on en est. Donc, je regardais un peu mes notes. Le 14 mars 2024, on tablait en gros sur une année de stabilité politique, globalement. On tablait sur la paix dans le monde. Donc je vous propose pour cette année de rester modeste sur les pronostics et les prédictions. Voilà, et donc dans ce monde qui change très vite, je suis très heureux en tout cas de pouvoir être avec le Bump une figure récurrente. J'irai pas jusqu'à dire rassurante, mais en tout cas récurrente devant vous. Voilà, c'est un grand plaisir. Donc pour cette année, alors, on peut quand même dire qu'on a un budget. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le budget, si vous avez suivi, c'est celui qui devait être voté en fin d'année dernière, qu'on a voté là. Donc là, on recommence à travailler pour le budget de 2026. Mais en tout cas, on a un budget pour 2025. Je n'irai pas plus loin sur la macroéconomie et sur les finances publiques. Ce que je vous propose cette année, c'est peut-être de faire des zooms sur des sujets qui ont marqué soit 2024, soit le début de l'année 2025, qui peuvent intéresser la filière et sur lesquels, en fait, nous, en tant que Direction Générale des Entreprises, et donc un petit peu votre port d'attache à Bercy, on est très heureux toujours de pouvoir avoir vos retours. On commençait à en parler rapidement au petit déjeuner, mais surtout d'être un peu en interaction avec vous pour nous aider à concevoir des meilleures politiques publiques, tout simplement. Je vous propose de revenir rapidement sur les JO. On en avait parlé déjà l'an dernier, mais là encore, c'était un peu boule de cristal. Et là, même si tous les chiffres ne sont pas tout à fait tombés, on a un petit peu de recul. Donc, on peut dire certaines choses, y compris sous l'angle publicité, communication, image de la France à l'international. J'y reviendrai. Je propose de parler IA, parce que ça, pour le coup, c'est une actualité vraiment très récente avec le sommet IA qui s'est tenu au mois de février. Donc là aussi, certainement, beaucoup de choses à dire qui peuvent concerner le secteur et sur lesquels Bercy était très impliqué. Et puis de parler peut-être à la fin simplification, parce que voilà, en France, on n'a pas de pétrole et on n'a pas trop d'argent, mais on a des pages et des pages de lois et de règlements. Et si on arrive à trouver une manière de convertir ce papier en or pour les entreprises, je pense qu'on sera sur une bonne pente. Donc voilà un peu les trois gros sujets. Donc je vais en dire quelques mots. Et évidemment, je serai là comme l'an dernier pour tout le Bump, et y compris après, et je sais que certains avaient saisi l'occasion, je suis là aujourd'hui avec Audrey, donc on est à votre disposition après pour échanger peut-être de manière plus informelle en bilatéral. Donc les JO 2024, je ne reviens pas sur le grand succès, on va dire, populaire, sportif, voilà, donc ça c'est évidemment, c'était au-delà de toutes les espérances. Ici même, en 2024, on avait fait plusieurs scénarios, on va dire, de retombées économiques pour la France de ces JO, entre 5 et 10 milliards d'euros. On est plutôt dans la fourchette haute. Les estimations tournent autour de 9 milliards d'euros. La Banque de France estime, il y a quand même quelques chiffres, hein, la Banque de France estime que ça nous a apporté 0,2 points de PIB au troisième trimestre 2024. Donc, c'est pas rien, sachant que la croissance avait été de 0,4. Et globalement, les budgets ont été respectés. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est bien de le souligner quand même. Et il faut savoir que sur cette hausse de croissance, un quart était quand même lié à des droits TV. Donc ça pourra intéresser certains d'entre vous. En termes d'impact emploi, on estime qu'il y a 60 000 emplois qui ont été créés à l'occasion de ces JO grâce à toute l'activité que ça a entraîné. 88% des entreprises qui ont bénéficié de cette manne étaient des entreprises françaises
Évidemment, c'est quelque chose sur lequel on était très vigilant. Et à peu près 80% étaient vraiment des PME, voire des TPE. Et là encore, évidemment, on a essayé de veiller à ce que les grands groupes et les grands groupes internationaux ne soient pas les seuls à profiter de cette manne, mais que ça contribue directement au tissu économique français. Sur l'impact tourisme, d'après l'INSEE, a été un petit peu plus mitigé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu peut-être plus de gens qui ne venaient pas d'habitude, mais il y a aussi pas mal, notamment à Paris et en région Île-de-France, de franciliens qui sont partis. Donc au final, ces flux se sont un petit peu équilibrés. Mais la vraie question, et pour nous le vrai gain, ça a été l'image de la France. Donc évidemment, être en mesure d'abord de réaliser un peu l'impossible. Et puis il faut dire que 2024 a été émaillé de séquences très fortes de ce point de vue. Alors, il y a eu l'anniversaire du débarquement, il y a eu également le sommet de la francophonie un peu plus tard, il y a eu évidemment Notre-Dame, qui, avec les JO, a été un autre point d'orgue de la fin d'année. C'était pas préparé. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est vraiment en termes d'image, on a franchi un palier, mais ça pose des questions pour la suite. Et donc là, je m'adresse aux professionnels de l'image et du message. C'est des questions qu'on se pose, nous, en ce moment. Comment on transforme l'essai, en fait? Comment on convertit tout ça? Il y a quand même des chiffres qui donnent le tournis quand on se rend compte que 84% de l'audience mondiale potentielle sur les JO a été réalisée. Donc moi, ce n'est pas des chiffres que je manie tous les jours, mais j'imagine que vous, ça vous parle, 84% de l'audience potentielle. En cumulé, on dénombre près de 5 milliards quand même de personnes qui, à un moment devant leur poste, ont regardé les JO. Là encore, le tournis. Et 12 milliards d'engagements sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui suivent leur LinkedIn et qui comptent leurs 23 engagements, 12 milliards, ça fait quand même un bon paquet. Donc voilà, tout ce capital, comment on le convertit? Nous, on a quand même un questionnement fondamental qui est comment on le convertit, comment est-ce qu'on fidélise ces touristes, comment est-ce qu'on les amène à revenir en France, et une fois en France, comment est-ce qu'on les fait rester? Parce que la France, il y a beaucoup de visiteurs, mais il y a beaucoup de gens qui la traversent aussi, il y a beaucoup de gens qui passent pas assez de temps, de notre point de vue, au regard du potentiel touristique de notre pays. Donc là-dessus, pas de recette toute faite, mais il y a vraiment une question sur la gestion de cette image. Est-ce que la France, est-ce qu'on arrive à vendre quelque chose qui soit plus que la somme de ces régions? Parce qu'on a des régions avec une très forte identité et qui se vendent très bien à l'international. Et donc, paradoxalement, c'est pas si facile pour une marque France de se positionner par rapport à des marques régions qui elles-mêmes sont fortes. Comment est-ce qu'on fait plus avec eux et pas en substitution? Voilà, on avait essayé de travailler pendant les Jeux à créer des itinéraires, des parcours, suivre le parcours de la flamme pour ouvrir des marchés, ouvrir des ateliers, faire en sorte que les gens restent. Et donc ça, c'est un chantier qui reste devant nous. Et encore une fois, du point de vue de la communication, surtout au niveau local, je pense qu'on sera très preneur de bonnes idées. Pour tourner la page JO, peut-être revenir rapidement sur le sommet IA, donc plus près de nous, sommet IA qui s'est tenu les 10 et 11 février un peu partout dans Paris, notamment au Grand Palais, mais il y a eu un grand événement également à Station F avec le Business Day. Donc ça, vous en avez certainement tous entendu parler, et donc je vais essayer de vous apporter un éclairage un peu complémentaire aux gros titres qu'on a pu trouver dans la presse, et essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière pour nous en tant que ministère de l'économie et des finances. Donc le sommet de l'IA en chiffres, ça a été environ 1500 acteurs, plus de 100 pays, plus de 800 chercheurs. Il y a également une consultation qui a touché plusieurs milliers de citoyens un peu partout dans le monde sur ce qu'on veut faire de l'IA, les tenants aboutissants. Le bilan, de notre point de vue, c'est qu'on a quand même, là encore, si on revient sur les histoires d'images de la France, une France qui conforte une position très solide en matière d'IA, très certainement de leadership au niveau européen, et on ne se le cache pas, la volonté d'être dans un top 3, top 5 selon les sujets spécifiques qu'on regarde au niveau mondial. Vous l'avez sans doute vu, il y a eu des annonces massives d'investissement, les fameux 109 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 109 milliards d'euros? En fait, c'est essentiellement de l'investissement dans l'infrastructure
et dans des data centers. Vous savez que pour entraîner l'IA, on a besoin de données. Pour réaliser les calculs sur ces données, on a besoin de supercalculateurs et de lieux de stockage de ces données. Tout ça, c'est des projets à très haute valeur ajoutée, extrêmement technologiques. Et il faut trouver les bons sites, il faut une électricité abondante. Et si possible, pas très carbonée, ça tombe bien, on a ça en France. Et donc, on a eu énormément d'annonces venues un peu de tous les pays, une grosse annonce du côté des Émirats. Donc ça, tout ça, ce sont des gens qui vont installer des data centers et des lieux en France pour entraîner ces IA. Il y a évidemment Mistral, qui était un peu la figure de proue française, mais derrière, il y a un grand nombre de sociétés. Et maintenant, pour vous dire ce qu'est notre priorité, une fois qu'on a mis cette séquence derrière nous, c'est de travailler au cas d'usage. Parce que c'est là que va s'opérer la bascule entre une IA, un côté, on va dire, très hardware, avec les data centers, encore une fois, la puissance brute de calcul, et en bout de chaîne, qu'est-ce que ça change au quotidien pour les entreprises utilisatrices de l'IA, et je pense que là encore, dans la salle, on pourra avoir un débat très riche sur l'impact de l'IA dans les métiers de l'image, de la communication et des messages, mais aussi sur les entreprises qui, derrière, vont utiliser vos services. Et donc là, on est vraiment dans cette phase de diffusion à grande échelle de l'IA, et pour ça, il y a un maître mot qui est cas d'usage. C'est-à-dire que le cas d'usage, c'est concrètement la preuve, la démonstration que l'IA peut résoudre une situation opérationnelle donnée. Et donc ça, on a aujourd'hui, à l'occasion du sommet IA, on a recensé, nous DGE, on a recensé 111 cas d'usage résolus déjà par l'IA. Donc sans être exhaustif, je peux citer quelques entreprises qui travaillent sur des thèmes connexes à la communication. On a par exemple Everdian qui travaille sur la désinformation, donc la détection de faux messages. On a Moments Lab qui travaille sur la recherche de vidéos dans les archives, aller puiser les vidéos pertinentes pour les remettre à la surface et les utiliser dans du contenu. Et puis des gens comme Kinetics qui, eux, travaillent sur l'animation 3D, donc beaucoup plus sur la visualisation. Donc tout ça, sont des entreprises alors françaises pour la plupart, qui dès aujourd'hui sont capables de résoudre des cas d'usage à partir de solutions IA. Donc le message, il est très important, et ça, on est encore très très loin du compte, on y reviendra notamment quand il s'agit de toucher les PME, et notamment dans les régions. C'est-à-dire l'IA, ce n'est pas une chose abstraite qui va servir uniquement les grands groupes, mais demain, c'est vraiment un outil avec des gains de productivité très important à la clé. On a une étude de McKinsey qui les estime dans le secteur de la communication à 5 à 15%. Je trouve ça assez conservateur par rapport à ce qu'on voit concrètement sur le terrain. Ça peut être bien plus. On le voit aussi chez les professions libérales, on le voit dans le commerce. Tous les secteurs de l'économie, haute message, sont touchés aujourd'hui. Et donc vraiment, nous, on essaie de s'employer à diffuser cette bonne parole et à catalyser, encore une fois, l'adoption de l'IA par les PME, parce que derrière, on sait que le gain de productivité pour l'économie française de demain, on est assez contraint en termes de coût du travail, de coût du capital. Il va être dans la technologie, il va être dans l'innovation et il va être dans le fait de complètement prendre en marche le train de l'IA. Donc voilà, là-dessus, c'est évidemment aussi, je le disais, un sujet sur lequel on sera ravi de travailler avec la filière communication, les implications sur les business models actuels et puis les nouveaux développements, bien sûr. Troisième et dernier bloc, et je ne serai pas beaucoup plus long, la simplification. La simplification, c'est bien sûr l'alpha et l'oméga de l'action gouvernementale. Alors depuis longtemps, et ça revient un petit peu par vague, ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent nos interlocuteurs ont l'impression d'avoir déjà répondu à des questionnaires, d'avoir déjà soumis des idées de simplification. Donc on entre vraiment dans une phase, d'une part de décision. Il y a déjà plusieurs annonces qui ont été faites la semaine dernière par nos ministres à Bercy en termes de simplification des démarches, des procédures, dites-le nous une fois, un certain nombre de CERFA, on appelle la République des CERFA, mais de CERFA qui pourraient être supprimés. Au-delà de ça, il nous semble que là encore, si on se projette plutôt vers l'avenir, au-delà des annonces que tout le monde a pu lire dans la presse, c'est aussi une affaire d'état d'esprit,
parce que lorsqu'on entend que la complexification serait vraiment le hobby de quelques fonctionnaires un petit peu psychopathes à Bercy, c'est un peu caricatural. Ce dont on se rend compte, c'est que la complexification, elle peut venir des entreprises elles-mêmes. Il y en a qui sont contentes de protéger leur marché, il y en a qui sont contentes de gêner les petits camarades. Ça peut venir aussi parfois des politiques. Il suffit de suivre un débat, une idée simple. Quand on rentre dans la mise en œuvre opérationnelle, eh ben, tout de suite va surgir un seuil, va surgir une autorisation, et on voit que c'est pour la bonne cause. Mais la complexité, elle surgit en fait assez naturellement dès qu'on essaie de s'attacher à un problème concret. Notamment parce que dans notre droit positif, on aime préciser les choses, on est cartésien, décrire les cas, les sous-sous-cas, les sous-sous-cas. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, on a des codes qui sont assez importants. Et on a moins cette culture de la jurisprudence et un peu du lâcher-prise. Et puis on verra bien comment les juges estiment que ça s'applique. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Et donc on essaie de l'accompagner, notamment, alors une petite page de pub au sein de la DGE et notamment du service de l'économie de proximité. On en parlait tout à l'heure avant d'entrer dans la salle. Pour nous, en 2025, une des priorités majeures, ce sera d'arriver à sortir un peu de nos murs, et à faire en sorte que l'administration centrale, elle puisse aller se projeter dans les régions, dans les territoires, y compris dans des territoires assez ruraux, non seulement pour faire remonter les problèmes, mais aussi, et peut-être surtout, repérer les bonnes solutions, parce que quelle que soit la politique publique que vous considérez, quelle que soit la problématique, vous pouvez être sûr que dans un pays de 70 millions d'habitants, avec 100 départements, il y a une forte chance que quelque part, quelqu'un soit déjà en train d'y réfléchir et puis trouver des bonnes solutions. Et donc nous, administration centrale, au lieu de repartir d'une page blanche et de réinventer la roue, en fait, notre rôle, tel que je le perçois en tout cas dans mon service, c'est plutôt de détecter ceux qui font ça, qui innovent et qui ont trouvé des solutions, et de les aider ensuite, de les accompagner et de passer ça éventuellement à l'échelle, plutôt que nous-mêmes, en parallèle, ce qui est pire que tout, de réinventer la roue. Donc voilà, pardon pour la petite page de méthode, mais encore une fois, ça explique beaucoup de choses dans notre démarche vis-à-vis des territoires. Et donc là encore, on en parlait avant d'entrer dans la salle, la question de savoir comment on peut faire savoir ça, comment on peut toucher ce public via des médias locaux, ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que l'administration centrale, quand elle communique, c'est généralement parce qu'il y a un grand plan et c'est dans des médias nationaux. Voilà, les Échos, le Figaro, on le voit, la Tribune. Mais on n'a pas encore ce réflexe de l'échelle locale. C'est quelque chose qui nous interroge, qu'on aimerait développer. Donc là encore, un super thème pour la suite des débats à la fin du bump. Je serais ravi vraiment d'avoir vos conseils et vos éclairages là-dessus. Je ne ferai pas beaucoup plus long. Sur simplification, il y a évidemment, j'ai parlé de quelques sujets français, j'aurais pu ajouter le guichet unique des formalités qui désormais marche, donc pour l'aide à la création, transmission de toutes les démarches qui concernent les entreprises. Il y a un vecteur qui va arriver bientôt à l'Assemblée avec le projet de loi simplification. Donc si la filière estime qu'il y a des simplifications à apporter, sachez que là c'est vraiment le moment de nous les faire remonter si ça n'a pas déjà été fait. Et puis peut-être aussi un mot sur le niveau européen. Vous avez certainement vu que la Commission elle-même se saisissait de cette thématique avec quelques annonces assez fortes qui étaient assez alignées avec ce que préconisait la France. Donc voilà, parce que évidemment simplifier au niveau français, si on ne le fait pas au niveau européen, sachant qu'on doit transposer des directives et appliquer des règlements, c'est compliqué. Il faut vraiment les deux niveaux. Donc là aussi, on y travaille. Et donc, dans tout ça, peut-être un dernier mot pour dire que je pense que, encore une fois, la filière communication et publicité, elle peut être un petit peu aux avant-postes des différents chantiers que j'ai listés. On avait eu en 2024, par exemple, on n'a pas parlé aujourd'hui, on avait parlé un peu l'an dernier, mais de transition écologique et sociale. On a eu en mai 2024 le joli événement des prix Nymphéa, qui récompensait un petit peu la créativité dans ce domaine. Voilà, je pense que
sur tout ce que j'ai listé, que ce soit l'image extérieure que donne la France, que ce soit l'IA ou la simplification. On peut vraiment trouver des ressources. Vous pouvez être vous-même acteur, si ça vous intéresse, de ces politiques publiques. Parce que notre conception, c'est vraiment pas qu'il y ait cette barrière entre une administration, le public et puis le privé, mais qu'en fait, sur des sujets donnés, on est un petit peu tous dans la même barque. Et donc, on sera ravis de ramer, si possible, dans le même sens et en cadence avec tous les acteurs de la filière. Voilà, je vous souhaite maintenant un excellent bump. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention et je vous retrouve à la fin. Merci.